On va pouvoir commencer. Ouais, on va commencer déjà la présentation. Ouais. Allez, vas-y. Tac. Alors, les présentations. Donc, je suis Thomas Oustry, cofondateur de la société Ola Immobilier, qu'on a co-créé avec Julien. J'ai 4 ans d'expérience dans l'accompagnement des francophones dans leur achat immobilier en Espagne, que ce soit tout type d'achat, que ce soit une résidence principale, secondaire ou même investissement. Donc, voilà pour ma présentation, Julien. Ouais, moi, ça fait à peu près, donc Julien Duval, ça fait à peu près 10 ans que je suis ici en Espagne. J'ai accompagné des francophones durant toute cette période et les 3 dernières années, j'étais directeur d'une agence. Et d'ailleurs, c'est là où on s'est connus avec Thomas et où on a développé cette idée de vouloir continuer à travailler ensemble et certainement aussi d'une manière un petit peu différente. Exactement. On est différents, mais très complémentaires avec Julien. On a surtout la même vision voilà, du client et des relations, et surtout professionnellement parlant. Donc, voilà, c'est naturellement qu'on a créé Ola Immobilier. Exactement, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, on revient à la slide juste d'avant. Donc, on est basé sur plusieurs villes d'Espagne, donc Barcelone, Valencia, Madrid, Malaga et Alicante. Et globalement, on est présent sur toute la côte, donc là où on a le plus de demandes des francophones. Pourquoi ? Parce que c'est une côte qui est très touristique et qui attire justement les Français, Belges ou Suisses. Le climat aussi, forcément. Exactement. Donc, on est présent sur toute la côte et Madrid. Alors, les thèmes abordés, on va diviser ça en 3 parties. On va essayer aussi que ce soit le plus digeste pour tout le monde. La première partie, ça va être les types de location au niveau de l'investissement, le type de location qu'on peut faire en Espagne et les zones aussi qui sont adaptées par rapport au type de location. La deuxième partie, on va parler fiscalité, les avantages et les inconvénients d'acheter d'une façon ou d'une autre façon. Et puis la troisième partie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la méthode Ola, notre façon de travailler professionnellement et aussi ce qui nous définit un petit peu plus humainement. Alors, les types de location en Espagne et les zones. Alors, il faut comprendre que ça va dépendre réellement de votre projet. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez comme projet ? Est-ce que c'est du long terme ? Est-ce que c'est des multi-investissements ? Est-ce que vous souhaitez simplement acheter un appartement pour en profiter avec votre famille durant un mois de l'année et ensuite le louer ? Donc, en fait, ça dépend vraiment de vous. Donc, c'est pour ça le premier contact va être super important. Cette première analyse va être importante pour ensuite vous proposer des types d'investissement. Exactement. Parce que ce qu'il faut dire, en fait, Thomas, c'est que tout type d'investissement n'est pas possible pour tout le monde. Un exemple concret, par exemple, on va avoir la location touristique, donc vulgairement ce qu'on peut appeler type Airbnb, etc. Si vous nous dites aujourd'hui, je veux acheter un appartement Airbnb, j'ai 150 000 €, je veux acheter dans le centre-ville de Valencia, à Valence, ce n'est pas possible. Pour 2 raisons. La première, au niveau du budget, impossible. 150 000 €, ce n'est pas possible à Valence dans le centre. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité d'avoir des appartements touristiques dans cette zone. Donc, vous voyez, c'est très, très important. C'est pour ça que nous, on va qualifier votre projet. C'est important que vous nous disiez ce que vous souhaitez. Mais nous aussi, on est là pour vous dire ce qu'il est possible de faire ou pas. Donc, on fait une petite revue très, très rapide. On a la longue durée, ce que tout le monde connaît. La location longue durée, classique, c'est les contrats de 5 ans en Espagne. On a le touristique, donc ce dont on discutait, le Airbnb pour pouvoir louer à la nuitée. Il y a aussi le co-living et la colocation. Alors, ce sont 2 familles qui sont assez similaires finalement. La colocation, on connaît tous ça. Généralement, c'est pour des étudiants. On va dire que le co-living, c'est une colocation un petit peu premium. Ici, on a ce qu'on appelle des digital nomades. C'est des gens qui bossent de chez eux, qui ont un portefeuille plus important. Et il va falloir aussi prendre ça en considération parce que si on veut faire un co-living, on va avoir certes des loyers plus importants, mais il va falloir avoir un portefeuille aussi bien plus élevé parce que les matériaux et les prestations sont aussi plus premium. Donc voilà, toutes les zones ne sont pas adaptées au co-living. Par exemple, les cités balnéaires, etc., où il y a du monde en été et très peu en hiver, ce n'est pas du tout pour les digital nomades, par exemple. Exactement. Et chaque type d'investissement répond à un besoin particulier de locataire ou de tourisme. Donc voilà, au niveau aussi de la durée, les baux ne vont pas être pareils, ne vont pas être similaires. Donc par exemple, grosso modo, la longue durée, ça va être justement sur la longue durée, c'est ce qu'on appelle la LAU. Donc comme disait Julien, 5 ans. Touristique, ça va être à la nuitée. Co-living,
C'est vraiment très flexible. Donc, on peut très bien prendre une chambre pour un mois. D'accord. Ce qu'on n'a pas dans la colocation. Colocation, c'est généralement au minimum, on est à 3 mois, voire 6 mois. OK. Et donc, la division d'un logement aussi, c'est ce qu'on appelle, ça peut être de la longue durée, mais ça peut être aussi des contrats type colocation, donc moins d'1 an. Pour donner une idée aussi, Thomas, par rapport à la colocation et co-living, par exemple, aujourd'hui, on peut trouver des chambres entre 350 et 400 euros sur la colocation. Sur le co-living, on ne va pas trouver une chambre en dessous de 600 euros. Et vraiment, 600 euros, c'est le bas du truc. On peut trouver des chambres à 1000, 1100, 1200 euros. Mais par contre, les prestations, effectivement, dans la chambre, elles sont beaucoup, beaucoup plus élevées. Donc, c'est un investissement qui est plus important. Exactement. Et plus de gestion aussi. Et plus de gestion. Il y a aussi la gestion qui rentre en jeu. Exactement. Donc, voilà, on en discutait un petit peu. Ce qui est aussi important, c'est les zones. On ne peut pas faire ça n'importe où. Donc, pour conclure un petit peu sur ce type, les types de location, les types d'investissement en Espagne, c'est par rapport à votre profil, c'est-à-dire ce que vous souhaitez. Si par exemple, vous nous dites, moi, je veux profiter de mon bien 2, 3, 4, 5 mois dans l'année, forcément, on ne peut pas faire de la longue durée. C'est un exemple. Et puis aussi par rapport à votre budget. Parce que le budget, c'est très important. Aujourd'hui, si on a un budget de 150 000 euros à peu près, on ne peut pas déjà investir partout. Et ensuite, généralement, nous, ce qu'on va conseiller, c'est de la longue durée ou de la colocation. Voilà, parce qu'on n'aura pas le budget suffisant pour partir sur d'autres types de location. C'est bon pour toi? C'est ça. C'est bon. Allez. On passe à la slide suivante. Donc, au niveau de la fiscalité, ça, c'est un point qui est très, très important, primordial. On n'en parle pas forcément assez, à mon goût. Pourquoi? Parce que quand on est en contact directement avec les clients, les premiers échanges, ça tourne autour de l'immobilier vraiment pur, du marché. Donc, c'est normal aussi. Mais il ne faut pas oublier cette partie-là, la fiscalité. Puisque voilà, si on vous propose un bien à 10% de rentabilité et que derrière la fiscalité est mauvaise, on passe de 10% à 5 net. Exactement. Et donc, il y a une grosse différence. Donc, vraiment être focus aussi avant même de commencer les recherches, savoir si on achète donc en nom propre ou en société. Ouais, ça fait partie de la. Excuse-moi Thomas, ça fait partie de la qualification du client. C'est-à-dire que il faut qualifier vous ce que vous êtes en capacité de faire, et puis il faut qualifier aussi le projet. Donc c'est très important de savoir si vous souhaitez acheter en nom propre, si vous souhaitez acheter en société. On a la possibilité d'acheter en société française et espagnole. Si on fait un petit peu, pour expliquer un petit peu les différences, Thomas, acheter en nom propre, c'est plus facile, c'est-à-dire qu'il y a moins d'administratifs, il y a moins de complications. Exactement. Et on va avoir une imposition qui va être de 19%, donc l'IRNR, l'impôt de revenu des non-résidents, de 19% sur les bénéfices nets, d'accord ? Ça, c'est par rapport en nom propre. Alors, en société… Alors déjà, pour compléter cette partie-là, vraiment nom propre, à 80% du temps, c'est plus judicieux. C'est plus judicieux. Pourquoi? Parce que très généralement, nos clients achètent un bien. Un bien, c'est une résidence secondaire, d'accord, pour pouvoir en profiter à l'été, en famille. Et donc, c'est un projet qu'on appelle hybride, puisqu'on en profite et en même temps, on le met en location touristique, par exemple. OK, donc, dans ce cas-là, c'est du nom propre. On n'a aucun intérêt fiscal ou autre achetant en société. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Et donc, comme disait Julien, c'est hyper simple à comprendre, facile à comprendre au niveau de la fiscalité, puisqu'on est imposé à 19% en tant que résident de l'Union européenne, mais non résident espagnol. Exactement. D'accord. Exactement. Pour les sociétés, donc il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous avez ce qu'on appelle en France une SCI, et puis vous souhaitez acheter avec votre société en France, en Espagne, c'est tout à fait possible. Ce qu'il va falloir faire, c'est la faire reconnaître en Espagne. Donc, encore une fois, là, il va falloir… au niveau de l'administratif, justement, enclencher les démarches, il va y avoir des coûts. Une imposition, alors l'imposition, elle n'est pas très différente, mais on va dire que si on achète avec une société française, contrairement à l'espagnol, l'avantage principal, c'est au niveau de la herencia, comme on dit en français. L'héritage. L'héritage. La succession. Au niveau de la succession, c'est-à-dire qu'au niveau de la succession, les droits, ils sont quasiment nuls. Si pour vous, c'est important, vous avez des enfants, etc., et que vous y pensez très sérieusement, acheter avec la société française, ça devient très, très intéressant. Il est plus simple de céder des parts à ses enfants qu'un bien immobilier. Exactement. Donc, sur la durée, vous ne payez quasiment pas de droits de succession. Donc, ça, c'est super. Et c'est la grosse différence avec la société espagnole. Parce qu'en fait, en gros, la société espagnole,
pourquoi c'est intéressant d'acheter avec la société espagnole si vous souhaitez acheter sur du long terme. C'est-à-dire que si vous avez dans l'idée de dire bon, bah, je vais acheter dans 3, 4, 5 ans, je vais revendre, la société espagnole, ce n'est pas du tout le bon plan. En fait, avec la société espagnole, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir beaucoup d'amortissements au niveau de l'imposition. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez déduire et du coup, vous serez beaucoup moins imposé. Par contre, si vous revendez dans les 5 ans, dans les 10 ans, là, vous allez avoir une plus-value qui va être énorme et vous allez perdre tout l'amortissement que vous avez gagné avant. Donc, en fait, acheter avec une société espagnole, c'est si on veut acheter c'est se projeter sur 15-20 ans, quoi, au minimum. Savoir long terme et aussi réinvestir. Exactement. Voilà, on Effet de achète levier. un bien, deux biens, exactement, puisqu'on peut céder de la banque, comme je viens le dit, financement. Donc, une banque espagnole finance beaucoup plus facilement une société espagnole, surtout si les premiers investissements ont été bons. Okay, l'historique est hyper important. Et ensuite, voilà, on n'a pas ce blocage du taux d'endettement qu'on peut avoir en personne physique. Exactement. Ouais, tout à Donc, fait. en société, il n'y a pas de pourcentage de taux de 35%. Ouais. Donc, on peut réinvestir. Aussi, c'est intéressant au niveau de l'association. Donc, si vous avez des proches ou des associés ou quoi que ce soit et vous voulez mettre en commun pour justement avoir un effet de levier plus grand, la société espagnole aussi est un bon point. Donc, voilà, très généralement, on accède à des outils en société espagnole qui sont très avantageuses pour pouvoir multiplier les investissements et faire grandir votre patrimoine espagnol. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour par rapport aux possibilités. On a fait le tour. Ok, vas-y, next. Alors, notre accompagnement au global, donc il y a beaucoup de choses écrites. On va le faire aussi assez court. On va synthétiser un petit peu. Donc, on en a discuté aussi. La première chose, la plus importante pour nous, c'est lorsqu'on fait connaissance au téléphone ou en visio, c'est de voir la faisabilité du projet. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui nous appellent en nous disant encore cette semaine, j'ai 100 000 euros, je veux acheter un bien en première ligne. Impossible, c'est pas possible. C'est-à-dire que oui, mais j'ai vu que oui, vous avez vu. En fait, vous pouvez voir beaucoup de choses sur Internet. Il y a beaucoup de fausses annonces. Il y a aussi beaucoup d'arnaques. Et nous, on est justement là pour faire ce filtre. Donc, la faisabilité du projet, pour nous, c'est la première chose par rapport à votre budget, à votre profil aussi, et par rapport à la zone où vous souhaitez acheter. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir le côté aussi administratif. On a le NIE, donc le NIE, numéro d'identification pour les étrangers, qui est obligatoire pour un achat en Espagne, l'ouverture de compte, et puis on parle aussi du financement. On peut vous accompagner aussi pour trouver un financement, que ce soit en France ou en Espagne. C'est ça. Donc ça, comme vous l'avez compris, c'est avant de commencer réellement les recherches. Donc on met vraiment les bases solides pour avoir savoir où on va. Exactement. Et être dans le même état d'esprit de notre côté, du côté de l'immobilier. Exactement. Comme du côté du client, de votre côté. Donc ensuite, on commence les recherches. Donc comment on fonctionne? Donc on vous fait des premières propositions, d'accord, une sélection personnalisée en fonction des critères établis au préalable, d'accord. Et au fur et à mesure, vraiment, on travaille en entonnoir. Donc au fur et à mesure des échanges et des propositions, on comprend ce qui est important pour vous, ce qui est moins prioritaire aussi, pour vous trouver vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est que on l'écrit noir sur blanc, on vous propose ce qu'il y a de mieux sur le marché. On est vraiment dans le 1%, l'eau du panier, ça c'est clair. On va en discuter aussi tout à l'heure, Thomas. Donc effectivement, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour un achat immobilier en Espagne. Donc Thomas, il vous a parlé de la présélection et des biens qu'on peut vous proposer. Ensuite, quand il va y avoir un coup de cœur ou un choix, un positionnement, là, ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'en Espagne, le notaire, c'est un écrivain public. Il va faire très, très peu de vérifications juridiques. Il va vérifier votre identité. Il va vérifier si c'est le bon bien que vous achetez. Et puis, la seule dette qu'il va regarder, c'est si jamais il y a une hypothèque sur le bien. D'accord? Donc, c'est-à-dire si le vendeur a un crédit en cours. À partir de là, il ne fait pas plus de vérifications. Donc, en fait, nous, c'est là où on va attaquer un petit peu. Déjà, dans un premier temps, avant de réserver le bien, on va vérifier déjà s'il n'y a pas d'aide au niveau de la communauté, s'il est à jour de paiement sur ses charges, etc. Donc ça, c'est les premières choses. Voir s'il n'y a pas eu aussi de modifications sur le bien, que ce soit une maison ou un appartement, parce qu'il est possible que, je vous dis une bêtise, la personne allait casser un mur pour ouvrir le salon, etc. Donc tout ça, il faut que ça respecte un cahier des charges. Et si ça ne respecte pas le cahier des charges, vous pouvez avoir une amende par rapport à ça. Donc c'est important. Ça, ce sont les premières vérifications qu'on fait. Ensuite, il va y avoir l'offre, ce qu'on appelle la réserva ou la ségnale.
En règle générale, on va verser 1% du prix du bien, justement pour se positionner. Le vendeur, il va avoir, ça on va mettre un placeau, un délai, mais le vendeur, il va avoir entre 24 48 heures pour nous répondre. À partir de là, dès que c'est favorable, on va enclencher le deuxième step au niveau des vérifications juridiques. Donc là, on va être encore plus pointu. On va tout verrouiller parce que derrière, on va faire le contrat d'Arras. Donc, le contrat d'Arras, c'est le compromis de vente en France. Et là, vous allez verser 10% du prix du bien. Donc, voilà, sur le contrat d'Arras, la description du bien est marquée. Et puis, on va aussi parler des délais d'achat qui vont être favorables au vendeur et à l'acheteur. C'est aussi une négociation. C'est toujours du win-win. Exactement. Il n'y a pas de délai prédéfini et légaux dans un contrat d'Arras. Okay, on peut très bien signer, à la France, ouais. C'est ça. On peut très bien signer en une semaine, comme 4, 5, 6 mois. D'accord. Donc, c'est vraiment une négociation privée que l'on a entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur qu'on représente et le vendeur en face. OK. Exactement. Donc, du coup, après, on s'occupe aussi de la préparation de la vente pour le notaire. C'est nous qui nous organisons tout ça. On s'occupe aussi de demander l'acte authentique, un brouillon de l'acte authentique avant la signature pour qu'on puisse vous faire aussi la lecture et vous faire la traduction. Et voilà, on vous accompagne aussi ensuite, par la suite, pour le paiement des impôts qui sont liés à votre achat en Espagne. Et derrière, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est rester votre partenaire. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner. On a un réseau d'entrepreneurs qualifiés pour un très grand nombre qui sont francophones. Et on va vous recommander sur ces partenaires. Je vous dis une bêtise, si par exemple vous achetez une maison avec une piscine, qu'on ait un pisciniste ou si vous voulez faire des travaux, etc., ou le jardinage, voilà, on a des gens qui sont très sérieux et qu'on recommande et surtout, on ne vous lâche pas. Exactement. Exactement. Et c'est un point très important puisqu'on est finalement, on souhaite être vos représentants ici sur place. Donc, on sait qu'acheter à l'étranger, ce n'est pas forcément facile tous les jours quand on est à 500, 1000 km, 1500 km. Et avoir quelqu'un sur place de confiance sur qui on peut compter, s'appuyer, comme on dit, s'appuyer. S'appuyer, exactement. C'est toujours plaisant. Donc, on souhaite être ce partenaire-là et faire la relation entre voilà, okay. tout ce dont vous avez besoin. Excusez-moi. Ok. Allez, vas-y. Donc, notre méthode. Alors ça, c'est très, très important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'avec Thomas, on a travaillé dans la même société avant. On travaillait ensemble. On connaît la qualité de service. On sait ce qu'on veut faire. On s'est fait plusieurs promesses avec Thomas quand on a créé la société. Et il y avait, on va dire, deux axes. L'axe principal, c'est la qualité du service que l'on offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va offrir des biens parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chasseur immobilier classique, entre guillemets, il va se mettre sur les plateformes les plus connues, Idealista, Fotocasa, Pisos.com, et puis il va vous proposer des biens. Bon, très bien, ça, tout le monde peut le faire. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est aussi vous proposer des biens qui ne sont pas sur le marché. Et pour vous proposer des biens qui ne sont pas sur le marché, il y a deux axes. Le premier, c'est avoir un réseau et justement avoir des super bonnes relations avec les agences pour que les agences, elles nous donnent les biens avant qu'elles les publient sur les plateformes. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est les biens de banque. Et ça, c'est quelque chose que Thomas a développé il n'y a pas longtemps. Donc, je te laisse la parole par rapport à ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment faire la différence. On est des chasseurs de biens immobiliers. Exactement. Okay, donc, on a parlé vraiment du suivi, de l'administratif, du juridique, etc., jusqu'à la signature chez le notaire. OK, c'est très important, c'est primordial. Mais avant tout, là où on fait la différence, où on veut être présent, c'est au niveau de la présentation du bien. OK. Et on travaille. Voilà, vous ne nous contactez pas pour avoir des biens qui sont lambda et qu'on peut trouver sur Idealista, Fotocasa, donc ce qui correspond à Se Loger ou Le Bon Coin en France. Donc, on se doit de s'efforcer à ce niveau-là, comme le dit Julien, en créant des contacts sur place, un réseau, vraiment un réseau, des partenariats et faire la différence à ce niveau-là. Est-ce que tu peux être concret justement sur les biens de banque là ? Oui, alors justement, on a créé un partenariat avec des banques. Et donc, très concrètement, il s'agit de saisies bancaires. Okay, donc, les saisies bancaires, c'est souvent, comment on peut dire, on parle beaucoup des biens de banque, mais on ne les voit pas beaucoup sur le marché. Okay, pour plusieurs raisons. Déjà, il est compliqué justement d'avoir ce type d'accord. C'est la première chose. La deuxième chose,
les agences immobilières lambda n'ont aucun intérêt à les proposer. Pourquoi? Parce que, bon, on va parler clairement, il n'y a aucune commission au niveau du vendeur, au niveau de la banque. Et de deux, pour faire un achat d'un bien bancaire, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de relance. Exactement. Très compliqué. Ce sont des très grosses entités, parfois 10 000, 20 000 biens à la vente. Et voilà, clairement, un petit achat, ce n'est pas leur priorité. Et donc, c'est pas simple. D'accord. Bien sûr. Donc, les processus sont très, très longs. Ouais, excuse-moi, je te coupe. C'est pour comprendre aussi concrètement comment ça se passe chez nous. Par exemple, Thomas, il va recevoir tous les 15 jours, 3 semaines, il va recevoir une enveloppe de 100 biens qui ne sont pas du tout sur le marché. Et ces 100 biens, justement, c'est des biens que nous, on va pouvoir vous proposer. Et ces biens, en règle générale, ils sont en moyenne entre 30 et 40% en dessous de la valeur du prix du marché. Donc, c'est des biens qui sont complètement off-market. Et de deux, c'est des biens qui sont bien, bien moins chers. Donc, ce sont des offres très, très intéressantes. Ça, ce sont les points très, très positifs. Ensuite, on voulait aussi parler, donc ça, c'est le côté commercial. On va y revenir sur les biens de banque, mais ça, c'est le côté commercial. Le côté aussi qu'on s'était promis avec Thomas, c'est le côté humain, qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant où on travaillait, Thomas, il pouvait avoir entre 15 et 20 recherches en même temps. En même temps, c'est-à-dire qu'il avait 15 et 20 clients en même temps. Donc, autant vous dire que pour faire de la qualité, c'est compliqué. Et nous, on s'est fait une promesse, donc je te laisse en parler, Thomas. Non, exactement. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Ouais. Le plus important, c'est ça. Comme je dis souvent, nos clients, ils nous confient un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on ne peut pas leur dire je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Et c'est ce qui se passait justement quand on bossait ensemble. On pouvait pas répondre au client de façon positive et être là pour lui. Et c'était vraiment problématique. Et on est quand même vraiment pointu dans notre travail. On aime présenter quelque chose de bien, de beau, de carré. Et on ne pouvait pas atteindre ce qu'on promettait tout simplement. Donc, c'est vraiment ce qu'on s'est promis avec Julien. Ce n'est pas déroger à ça. C'est par conseiller avoir 5 recherches au maximum actives, d'accord, pour avoir justement le temps nécessaire pour s'occuper du client et exactement avoir cette qualité-là. Et ça, c'est vraiment un point qui est pour moi primordial. Ok, donc ensuite justement, on va parler de projets concrets. Donc ça, c'est un projet de colocation qu'on a vendu à un de nos clients très, très récemment. Pour vous expliquer un petit peu concrètement, donc c'est un appartement qui est dans Alicante, qui est très, très bien situé, qui est en plus dans un quartier qui est en plein développement et qui va monter aussi au niveau de l'immobilier. C'est un appartement qui a complètement été transformé, qui a une valeur totale, donc TTC, c'est important, une valeur TTC, même avec imposition, le notaire, etc. Les travaux aussi, surtout. Et les travaux, exactement, de 170 000 euros. Et on a des revenus mensuels de 1 550 euros. Donc, on a une rentabilité de 10%. Ça, c'est très, très, très important. Voilà, c'est le genre de projet qu'on propose. Et c'est un projet, tu peux en parler, c'est le projet que tu as proposé à ton client dernièrement. Oui, c'est ça. Donc, très concrètement, c'est l'achat dans l'ancien d'un appartement de 3 chambres d'environ 100 mètres carrés. Et on a décidé donc de le rénover entièrement et de proposer 2 chambres doubles et un studio. Pourquoi un studio? Puisque c'est une petite subtilité et ça nous permet de nous différencier des colocations. À Alicante, il y a de plus en plus de colocations. Donc, justement, on essaie d'avoir, encore une fois, un step d'avance sur le marché et proposer à nos clients ce qu'il y a de mieux. Et donc, les studios indépendants, le fait que ce soit un logement indépendant, va attirer beaucoup plus de locataires. Et sur le long terme, parce qu'un investissement, c'est toujours sur le long terme, un studio, ça va être loué, c'est loué en claquement de doigts. Et ce qui est important aussi de rajouter, c'est que nous, quand on s'occupe d'un investissement locatif, on va avoir 2 branches. On va avoir la première branche de votre rentabilité, une rentabilité nette, ça c'est très, très, très important. On vous fera une étude et on vous expliquera. Et la deuxième chose aussi, c'est d'acheter un bien qui va prendre de la valeur. Parce que la rentabilité, c'est pas gagner de l'argent, investir, c'est pas que la rentabilité. C'est aussi mon bien, le prix de la pierre. Est-ce que si je le revends dans 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que je vais gagner de l'argent? Et ça fait partie. Donc voilà ce que je disais au début. Il est situé dans un super quartier et en plus, c'est un quartier qui ne cesse d'augmenter. Donc par rapport à ce projet, c'est voilà, on coche les cases. Slide d'après. Alors, on voulait vous faire, vous donner des exemples d'actifs bancaires. Il y a 2 exemples. On en a différents, très différents. 2
de cette liste, justement, enfin de la liste de cette semaine. Donc, c'est du tout neuf, du tout nouveau. Donc, 2 types de biens, d'accord, différents, bancaires. Donc, le premier, c'est une maison à Aspé. Donc, Aspé, c'est une petite ville à 25 minutes d'Alicante, ok, et à 30 minutes des plages. C'est dans une petite résidence de 6 maisons individuelles du même type, d'accord. Donc, on est sur une villa de 130 mètres carrés, donc 3 chambres, 2 salles de bain avec un petit terrain de 800 mètres carrés, plus là, une piscine privée. Elle a été construite en 2009, donc les designs qu'on connaît, les designs modernes, donc moitié en pierre et moitié vraiment blanc, moderne, comme tu kiffes. Ouais, j'aime bien, ouais. Le cube. Et donc, le prix de cette maison-là est de 126 000 €. D'accord. Et la valeur du marché, elle est réelle, puisqu'il y a une maison dans cette résidence-là qui s'est vendue cette semaine, 297 exactement. C'est ça. Et c'est exactement les mêmes types de maisons. Ouais. Donc, il y a une décote de quasi 60%. Donc, c'est quand même incroyable. C'est énorme. Et au niveau du qu'est-ce qu'on peut en faire, ça peut être même de la résidence principale, ça peut être de la résidence secondaire aussi, ou même, c'est ça, de l'achat-revente, si on voit vraiment investissement. Donc, le deuxième type de bien, c'est à Formentera. Donc, vous voyez, je vous ai mis une petite carte pour vous. C'est la province d'Alicante. Exactement. C'est en dessous Alicante. Je vois, donc, on est vraiment à 10 minutes des plages. Donc, c'est top. Ça peut vraiment être de la résidence secondaire. Et on est à 40 ou 45 minutes de l'aéroport. D'accord. Donc, 35 minutes de l'aéroport. Donc, super bien placé. Donc, il s'agit de la saisie d'un immeuble entier, donc directement au promoteur. De 2011, donc assez récent aussi, et qui est vendu à la découpe. Donc, à l'intérieur, donc, il y a 13 appartements entre 70 mètres et 120 mètres carrés. Et les prix vont de 54 à 95 000 €. D'accord. Donc, en moyenne, on tourne aux alentours des 800 € du mètre, quand le prix au mètre carré du marché actuel est le double. Donc, voilà, 1622. Donc ça, pareil, on a une décote de 50%. Ouais, ça, c'est deux exemples concrets. Encore une fois, là, on a une liste d'actifs on en a une centaine à peu près. Il y a des grosses possibilités dans les biens bancaires. On y vient aussi après. Ouais. Pour finir vas-y, si tu veux finir là-dessus. Alors, il y a tout type d'actifs. Donc, c'est-à-dire on a énormément aussi de terrains. De trasteros, de box de stockage, de garages, d'immeubles aussi, de naves industriales. Vraiment, il y a tout type d'actifs. D'accord. Et à chaque type d'actif a ses avantages, ses inconvénients. On prend le type, par exemple, les terrains. Les terrains, très généralement, c'est de l'urbain ou l'urbanisable, c'est-à-dire constructible dans 2-3 ans en fonction de la mairie. C'est du moyen terme. Okay. Donc, on va acheter le terrain vraiment à un prix très, très bas. Et ensuite, on attend 2, 3, 5 ans. Et ensuite, ou on fait une plus-value à la revente du terrain, ou alors on décide de construire et revendre. Donc, un petit projet de promotion. Voilà, il y a énormément de solutions qui s'offrent à nous. Et encore une fois, on en revient même, c'est en fonction de vos objectifs. Du profil, oui, bien sûr. Donc, les avantages et les points d'attention lorsqu'on achète un bien bancaire. Alors, ce n'est pas tout rose. Là, on donne beaucoup de points positifs, etc. Il faut aussi connaître les points négatifs. Donc, les points positifs, on va dire que c'est des prix qui sont complètement fous, super intéressants. Et ça, c'est le gros point positif. Le deuxième point positif, c'est que ce sont des biens exclusifs qui sont off-market et donc vous aurez la primeur pour vous positionner. Les points négatifs, qu'est-ce que c'est ? Les points négatifs, c'est que déjà, les procédures d'achat, généralement, elles sont plus longues. Donc, il faut le prendre en considération aussi. 2, au niveau de l'administratif, ça peut être parfois pénible. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir le blanchiment d'argent, parce qu'en fait, vous achetez à une banque, d'accord ? Donc, il y a une entité en Espagne. Et vous êtes en France. Donc, en fait, vous passez la frontière. À chaque fois, il y a le contrôle du blanchiment d'argent. Mais là, il va être encore plus sévère parce que vous achetez à la banque. Donc, la banque va vous demander une tonne de justificatifs au niveau de vos fonds. Ça peut choquer certains parfois. Ça peut être lourd. Ça peut être lourd. Et puis, ils peuvent même demander la traduction des documents. On peut même demander la traduction d'un RIB, par exemple. Ça nous est déjà arrivé. C'est complètement fou, mais c'est comme ça. Mais voilà, donc c'est à prendre en considération. Et un autre point aussi négatif à prendre en considération, c'est que la grande majorité de ces biens, on ne peut pas les visiter. D'accord ? Donc, tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de positifs. C'est pour ça que les biens de banque, c'est ce qu'on disait aussi avec Thomas, on en parlait cette semaine, ce n'est pas ouvert à tous les profils.
Certains vont avoir un petit peu peur et vont pas se mouiller, vont se dire bon, je veux quelque chose de plus sûr pour moi, ça me rassure plus, et puis du coup j'aurai certainement une rentabilité moins importante. Mais par contre, ceux qui sont des investisseurs, on a aussi beaucoup de marchands de biens en France qui nous contactent récemment pour revendre leurs biens et justement acheter du patrimoine en Espagne. Ce sont des profils qui seraient intéressés par ce type de biens, justement. Exactement, c'est clairement des actifs destinés aux investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le prix d'achat, et voilà, quand on achète à 50%, on ne prend pas de risque. Financièrement, on ne prend pas de risque. Par contre, au niveau des délais, il faut être prêt à attendre un petit peu plus. Il ne faut pas être pressé. Vous voyez ? Surtout que très généralement, ce sont des achats au comptant. Okay, c'est pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est du rachat de dette de propriétaires qui ne payaient plus leur mensualité. Pour faire simple, la saisie bancaire. Donc, en fait, cette dette-là a été rachetée. Donc, on ne peut pas ensuite racheter une dette via une autre dette. Vous voyez ? Donc, il faut l'acheter au comptant. Exactement. Donc voilà, en tout cas, les biens de banque, vous l'avez compris, c'est pas facile, c'est compliqué, mais c'est dans la difficulté qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc nous, on prend justement ce travail qui est difficile, long, et parfois mais on est là, on est là pour vous, voilà, c'est ça, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous guider, et puis on est là pour vous représenter aussi. Donc tous les désagréments entre guillemets, c'est nous qui allons faire un petit peu le gilet pare-balles. On sera là pour vous aider, mais il faut aussi prendre en considération parce que ça va prendre du temps, et puis forcément, plus ça prend de temps, plus ça peut devenir pénible. Donc on est surtout là pour vous faire gagner de l'argent. Hop. Alors, nous avons décidé cette semaine de faire une offre puisqu'il y a eu le Black Friday hier. Nous avons nos services aujourd'hui qu'on va offrir, donc nos frais de dossier à 50%. Uniquement, par contre, on a décidé jusqu'à demain soir, donc demain à 20h. Pour ça, on va se rendre disponible aujourd'hui samedi et demain dimanche. Prenez rendez-vous par WhatsApp, au WhatsApp qui est inscrit sur l'écran, et on offre jusqu'à demain 20h 50% sur nos frais de dossier. Hop. Ah voilà, on vous écoute pour les questions. On a eu quelques-unes déjà. Ah, vas-y, je te laisse commencer. Alors, tac. Alors, on peut commenter, Ahmed, on va commenter, même si ce n'est pas réellement une question. Bonjour, je croyais que les banques en Espagne étaient plus flexibles en crédit, mais ils ne sont c'est Ahmed, déjà pas mieux que celles en France. On resitue un petit peu. Ahmed travaille avec nous depuis 2 semaines, 2-3 semaines. Et effectivement, on recherche un crédit pour Ahmed qui nous a mandaté pour un suivi plus administratif et juridique. Effectivement, les banques espagnoles ont les mêmes un petit peu critères que les banques françaises. C'est-à-dire que les banques espagnoles, elles financent les non-résidents, donc résidents français. Mais voilà, il faut avoir un certain nombre aussi, il ne faut pas dépasser le taux d'endettement, etc. Il faut avoir le bon apport aussi. Donc voilà, encore une fois, c'est en fonction du profil. Exactement. Là, on voit aussi une question qui est intéressante. Mais certes, c'est vrai, Ahmed, que les banques espagnoles ne sont pas forcément plus flexibles que les françaises. On en y a un petit peu répondu tout à l'heure. Pour les biens de banque, on peut acheter en société et avec un financement. Alors, en société, oui, avec un financement, non. Thomas l'a expliqué tout à l'heure. En location courte durée, comment sont imposés les revenus pour un Français ? En courte durée, comment ça va imposer ? Alors, ça va un résident français. Ouais, résident français. Ça va dépendre du coup, achat en société ou personne physique. En personne physique, vous serez imposé, comme on l'a dit, donc à 19% des résultats locatifs. D'accord ? Donc, du résultat locatif, toute charge déduite. Net. Donc, vous déduisez. Exactement. Vous déduisez la gestion locative, l'IBI, la taxe foncière, la copropriété, eau, électricité, etc. Sur de la société, ça va être du 25%, société espagnole. Du résultat aussi. Si vous aviez 100 000 € aujourd'hui à placer, vous feriez quoi concrètement ? Alors, 100 000 € actuellement sur des grandes villes, donc voilà, Barcelone, Valencia, Alicante, Malaga, etc., il n'est plus possible d'acheter. Okay, donc, très concrètement, on vous proposerait des biens qui sont
aux alentours dans des villes. Par exemple, si on prend une ville comme Alicante, ce sera des villes comme Elda, Elche ou Alcoy. Donc, des villes qui sont vraiment en pleine expansion. Donc voilà, on va trouver des biens aux alentours entre 80 et 100 000 euros. Elle est intéressante cette question parce que, en fait, nous, on est là aussi pour vous conseiller et vous orienter. Aujourd'hui, il y a des valeurs sûres qui sont les grandes villes, comme l'a dit Thomas, Alicante, Madrid, Barcelona, Malaga, etc. Et nous, en fait, par rapport à votre budget, on est là aussi pour repérer les tendances du marché. Et les tendances du marché, c'est avoir des coûts d'avance. Et justement, aujourd'hui, on est en capacité de vous dire où est-ce qu'il faut investir. Mais ce n'est pas que pour des enveloppes de 100 000 euros. S'il y en a qui ont des enveloppes supérieures et qui, justement, veulent investir dans des zones qui vont être ultra rentables dans le futur, donc si elles seront ultra rentables dans le futur, ça veut dire qu'aujourd'hui, le prix de la pierre, il est moins important. Donc, les prix de l'immobilier sont moins importants. Et la rentabilité, elle va exploser. Et si enfin, pour moi, c'est aujourd'hui, si on a une enveloppe entre 100 et 150 000 euros, ces petites pépites, ces zones pépites, elles sont ultra intéressantes parce qu'on va avoir un prix d'entrée pas important, un marché locatif extrêmement tendu, donc un prix de la location très élevé, donc forcément achat pas cher, location très haute, rentabilité très élevée. Et ensuite, si on veut faire de la revente dans 3-4 ans, on va prendre 30-40% facile sur le prix d'achat. Exactement. Donc, ça va être, pour conclure, c'est des villes un petit peu plus retirées, où il y a de la demande et où il y a surtout une grosse possibilité d'évolution du marché. Et pour finir aussi sur cette question-là, donc, à cette question, on répondra une question. Donc, est-ce que vous êtes prêt à attendre 6-8 mois pour avoir un retour sur investissement? Oui ou non? Si oui, on vous proposerait donc des biens de banque, par exemple, la proposition de Formentera. Donc, des biens aux alentours entre 80 et 95 000 Oui, euros. bien sûr. Si vous souhaitez avoir une rentabilité directe, donc là, on partirait sur du marché classique, bien sûr. plus rapide. Oula, ça a sauté. Alors, j'ai vu que quelqu'un nous parlait, j'ai vu la question, est-ce que vous faites l'accompagnement sur des biens neufs? Alors oui, complètement. On a des accords avec les promoteurs, donc on accompagne sur les biens neufs. Ce sont aussi des achats qui sont particuliers puisque les modes de paiement ne sont pas les mêmes. Pareil, le blanchiment d'argent, il y a un contrôle qui est très, très fort. Donc, on va vous demander beaucoup de justificatifs au niveau de la provenance des fonds. Mais en gros, tout à l'heure, on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a 10% à verser pour un bien classique. Et puis, après, on passe chez le notaire. Chez les biens neufs, avec les biens neufs, généralement, c'est que vous allez payer 30% à un moment, 30% plus tard, et autres 30% plus tard et 10% chez le notaire. Donc, il faut avoir les fonds disponibles parce que sinon, ça peut se compliquer très rapidement. Dans l'œuf aussi, intéressant à savoir, ça se vend comme des petits pains. Donc, du neuf déjà construit, ça n'existe pas. C'est seulement en VFA. En VFA, c'est au grand minimum 1 an d'attente. D'accord. Et souvent, c'est 1 an et demi à 2 ans. Et paiement échelonné, comme disait Julien. Et grosso modo, ticket d'entrée pour du neuf entre 200 et 250 000 euros. Attends, on va répondre à cette question-là, même si on y a répondu un petit peu pour les crédits. Et donc, les crédits, c'est galère d'emprunter en Espagne quand on est français ou ça se fait bien. Moi, ça se fait bien. Après, c'est comme partout, c'est-à-dire qu'il faut avoir une solidité financière. Comme tous les crédits, que ce soit en France ou en Espagne, la banque elle va vous demander des justificatifs. Qu'est-ce que vous gagnez? Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous n'êtes pas propriétaire? Est-ce que vous avez d'autres crédits? Voilà, c'est une étude, mais il n'y a pas de plus de difficultés ou de facilité. Exactement. Et pour entrer un petit peu plus dans le détail, pour un achat en Espagne en tant que résident français, vous avez deux choix. Vous faire financer par une banque française ou une banque espagnole. La banque française, le point de blocage, entre guillemets, ça va être la garantie que vous lui apportez. Donc, cette garantie-là passe par une hypothèque d'un bien que vous avez déjà sur le territoire français, pour apporter justement, pour qu'elle vous prête à l'étranger. Vous voyez. La banque espagnole, ce qu'elle va prendre comme garantie, c'est l'hypothèque du bien que vous achetez. Donc, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Par contre, une banque espagnole va vous financer moins qu'une banque française. En tant que non-résident, elle vous financera au maximum 70%. Donc, vous avez 30% d'apport à mettre, plus les impôts et le notaire. Donc, grosso modo, il faut avoir un apport de 40 à 45%. Et oui, on accompagne, pour répondre à Philippe, on accompagne sur le financement, bien entendu. On a des partenaires et bien sûr qu'on vous accompagne. Ça fait partie aussi de nos services.
Moi, je veux bien répondre à cette. Ouais. J'aime bien cette question parce que donc les frais de notaire en Espagne s'élèvent à combien? Alors cette question elle est très très intéressante. Ça va dépendre. Ça va dépendre du notaire. Mais elle est intéressante pour nous parce que on a déjà travaillé justement avant où on demandait des sommes qui sont complètement folles pour les frais de notaire. Aujourd'hui, on va dire qu'on est à peu près entre 1 et 2%, d'accord, du prix d'achat. À peu près. Ça va dépendre, en gros, de la complexité du bien que vous achetez. Par exemple, si vous achetez un bien où il y a une hypothèque, c'est de la documentation supplémentaire. Donc, en fait, le notaire va vous facturer plus. D'accord, tout simplement. Mais on part sur 1%, en gros. Est-ce que tu pars sur une agence locale? Alors, on a quelqu'un qui nous demande, donc qui est en contact avec une agence locale. Elle a la sensation d'avoir un problème de communication. Est-ce qu'elle est perdue? On n'a pas plus d'informations, malheureusement, pour répondre. Elle est dans le flou total par rapport à son achat. Écoutez, ça, c'est vraiment du personnalisé. Ce qu'on vous propose, c'est de nous contacter directement et on en nous parle parler tranquillement. de votre cas. Ouais. Ok, écoute. Que pensez-vous d'un investissement à Calpé? Écoutez, Calpé, c'est plus. C'est plus du résidentiel. Ça va être résidentiel, c'est plus touristique. Ouais. Du touristique. La résidence secondaire. À Calpé, justement, on a parlé un petit peu de licence touristique tout à l'heure. Il est encore possible d'obtenir des licences touristiques sous des conditions strictes, mais il est surtout possible de racheter un bien qui a la licence et faire le changement de titulaire de cette licence-là, ce qui n'est plus le cas, par exemple, à Lyon depuis peu de temps. Donc, oui, si vous investissez pour un projet, hybride, c'est hyper intéressant parce que vous en profitez quand vous le souhaitez et en même temps, vous le louez. Exactement. Calpé, en fait, pour nous, ce n'est pas de l'investissement pur. Non. Pourquoi? Parce que c'est une région, c'est une zone qui va être complètement blindée en été et il va y avoir beaucoup moins de monde en hiver. Donc, en fait, pour faire du réel investissement, il faut quand même qu'il y ait un taux d'occupation qui soit très important. Aujourd'hui, à Calpé, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que, effectivement, nous, ce qu'on conseille, c'est que si vous voulez profiter du bien et le louer un petit peu, très bien. Mais c'est pas, ne recherchez pas juste une rentabilité. On n'achète pas à Calpé pour juste une rentabilité. On achète à Calpé pour de l'hybride, ce que disait Thomas, gagner un petit peu d'argent et aussi pouvoir profiter du bien. Alors, Jean-Louis, travaillez-vous en Espagne, en Andalousie? Oui, du côté de Malaga, oui, on travaille aussi du côté de Malaga. C'est d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse, c'est une région particulière. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'Andalousie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de biens qui ont été construits dans l'illégalité. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Au niveau des maisons, au niveau des sols, il y a aussi beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui ont été construites sur des sols où elles n'auraient pas dû être construites. Il faut clairement, si vous achetez en Andalousie, il faut être accompagné, il faut faire très attention parce que c'est un petit peu le Far West. Il y a la réglementation en plus est assez ouverte. Le notaire, ils sont très ouverts. On est capable d'acheter des maisons qui sont complètement dans l'illégalité. Il n'y a aucun problème pour les notaires. Donc l'Andalousie, c'est particulier. Ouais. Est-ce que tu as une autre question? Est-ce le particulier ou l'administration qui envoie le document pour le renouvellement de la licence touristique? Alors, c'est le propriétaire qui doit prendre les mesures pour faire le changement de titulaire. Et ensuite, on peut vous accompagner dans ce changement-là. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important, on a eu le cas récemment aussi, c'est-à-dire que si vous avez repéré un bien qui a la licence touristique dans des grandes villes, et que vous vous dites, forcément, ce genre de bien, il va être vendu 20-30% au-dessus du prix du marché parce qu'il a une licence touristique. Vous dites, ouais, super, c'est la bonne affaire, etc. Je vais l'acheter, je vais pouvoir l'exploiter tout de suite. Non, déjà, dans un premier temps, il va falloir demander le changement de nom de la licence touristique. Mais c'est surtout que si on est dans une zone tendue, vous avez la possibilité qu'on vous refuse cette licence touristique, le changement de nom. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez un bien au début qui est susceptible, qui a la licence touristique. Et puis, 2-3 mois plus tard, vous vous retrouvez avec un bien qui finalement n'a plus la licence touristique. Donc, il faut faire extrêmement attention. Nous, les zones tendues, on les déconseille très fortement pour acheter un bien avec la licence touristique. Est-ce que tu as vu une autre question?
Quel est le minimum pour Barcelone? Alors, pour Ça dépend. le minimum, encore une fois, ça dépend des critères qui sont en face. Ça dépend des critères. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, à Barcelone, en dessous de 200 000 euros, ça commence à être compliqué. Ouais, non, c'est impossible. 200 000 euros, c'est impossible. Voilà. C'est plus de, je dirais, minimum 250 000 Voilà, euros. donc on est 300 000. Voilà, on est sur ces prix-là. Après, avec les changements de réglementation à Barcelone, que va-t-il se passer? Bon, c'est assez vague votre question. Ce qu'il faut dire, c'est que Barcelone, c'est un petit peu l'épicentre, le point de départ de toute la réglementation en mouvement en Espagne. C'est un petit peu qui donne le là. Et là-bas, aujourd'hui, à Barcelone, c'est super verrouillé au niveau de la location. Il y a même, ils ont même mis des prix, ils sont en train de mettre, ils ont mis des prix planchers justement pour la location longue durée. Et puis le Airbnb, autant vous dire qu'ils sont en train de faire la chasse et qu'il y a de moins en moins de biens Airbnb. Il faut aussi expliquer pourquoi l'Espagne met ces mesures en place. Tout simplement parce que les locaux, en fait, ils n'arrivent plus à se loger. Et forcément, avec le salaire moyen d'un Espagnol et l'accès au logement, ils sont obligés de s'excentrer un maximum et c'est juste pas possible. Bah, c'est purement politique. Hein. C'est des décisions qui sont politiques. Tout à fait. Est-ce que tu vois une autre question? À Alicante, y a-t-il de grosses variations sur les taux d'occupation en fonction du quartier? Alors, j'imagine que vous parlez de la longue durée. Quel que soit le quartier, à Alicante, c'est loué. C'est loué très, très vite. Très, très vite. Ouais. Ok. Bah, on peut terminer là-dessus, non? Ou tu vois une autre question, toi? Je pense qu'on a fait le tour, j'en vois plus de questions. Attends. Désolé, attends. Désolé de revenir sur le sujet, la licence touristique, mais vous dites donc que celle-ci ne suit pas après l'achat. Elle pourrait être. Peut-on mettre une clause? Alors, le souci, peut-on mettre une clause? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous achetez le bien et une fois que vous êtes propriétaire, on est passé chez le notaire, une fois que vous êtes propriétaire, c'est à partir de ce moment-là que le changement de nom s'effectue, puisque forcément, avant, vous n'êtes pas propriétaire, donc vous ne pouvez pas justifier de faire un changement de nom sur le bien, tout simplement. Donc, en fait, il n'est pas possible de mettre de clause. le vendeur ne va pas vous rembourser après l'achat. Donc, c'est juste impossible. C'est pour ça qu'en fait, ce travail en amont, nous, on est justement là pour ça, pour qualifier, pour vous conseiller et pour faire les vérifications. C'est pour ça que ce travail en amont est ultra important et qu'il ne faut pas partir à l'aventure tout seul sur ce genre de bien. Et puis, pour compléter, ça ne dépend pas du vendeur, ça dépend de l'administration. Exactement. Et c'est très, très, très flou au niveau de l'administration de ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Bon, déjà, un rendez-vous à l'urbanisme, il faut attendre quelques jours, quelques semaines parfois. Et quand on se trouve devant ces personnes-là, bah, parfois, ils ne savent même pas nous répondre de façon concrète. Donc, c'est avancer dans ces conditions-là, c'est pas toujours simple déjà pour nous. Ouais. Donc, pour quelqu'un, pour un acheteur étranger qui ne connaît pas forcément tout, bah, ça rajoute de la difficulté. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a les grandes lignes, il y a la réglementation et après, il y a ce qui est en vigueur et ce qui est mis en place. Et aujourd'hui, pour avoir des informations, il faut recouper ces informations et il faut solliciter plusieurs organismes. Et c'est vraiment des projets qui sont anticipés encore plus sur le touristique. Message d'Eric. Félicitations, Julien et Thomas. Ça fait plaisir. Salut Eric, ça fait plaisir que tu sois là. On est en contact avec Eric depuis quelques années. Et ça fait plaisir de voir que les clients restent comme ça sur le long terme. Il a investi déjà plusieurs fois, Eric, et en plus, humainement, on a vraiment des super… on adore Eric. Et puis voilà, on est toujours en contact et c'est toujours très, très sympa d'échanger. Jean-Louis, est-ce qu'on l'a vu celle-ci? Pourquoi Murcia est moins cher? Je repère des maisons avec piscine à moins de 200 000 euros. Très intéressant cette question. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que Murcia, c'est une zone, c'est un petit peu ce qu'on appelle, nous, vulgairement, le triangle des Bermudes de l'immobilier. Il y a une zone qui est un petit peu plus large que Murcia en descendant, qui va toucher l'Andalousie, parce que Murcia, c'est à la limite de l'Andalousie. C'est au sud d'Alicante. Oui, exactement. Bien sûr, tu as raison de spécifier. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont dans l'illégalité, énormément de biens qui sont dans l'illégalité. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de biens qui sont en vente.
Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que nous, on n'est pas une agence immobilière. Nous, on s'occupe de l'acheteur. On s'occupe de vous défendre. Les agences immobilières, elles défendent le vendeur. Et en fait, il y a des gens qui achètent et qui se rendent compte qu'ils se sont fait avoir avec des agences et qui revendent très rapidement. Et puis, il n'y a pas de problème, ils peuvent revendre, vu que forcément, les agences, elles protègent le vendeur. Donc, c'est pour ça que, qu'il y a beaucoup de biens en vente. Et forcément, plus il y a de biens en vente, plus les prix de l'immobilier descendent. C'est l'offre et la demande, c'est le marché, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, il y a beaucoup de biens qui sont complètement dans l'illégalité. On a accompagné, nous, des clients, pas mal de clients sur Murcia. Dès qu'on commence à chercher des maisons dans la région de Murcia, on commence à se tendre un petit peu, et je peux vous assurer que il n'y a jamais de maisons qui sont complètement dans la légalité. Jamais. Soit il y a un raccordement soit il y a un raccordement de eau qui est mal fait, soit la piscine n'est pas déclarée, soit la barrière avec le voisin, elle n'est pas positionnée au bon endroit, soit je ne suis pas complètement propriétaire de mon terrain, soit ma maison n'est pas construite au bon endroit. Je peux vous assurer que c'est complètement, c'est très, très compliqué. Ouais. Super intéressante cette question. Attendez là. Tac. Ok. Je vois pas d'autres questions. Julien. Salut Julien. Comment tu vas, Julien? Petit coucou de Julien. Plaisir. C'est un moment qu'on n'a pas discuté, toi et moi, Julien. On peut s'appeler aussi prochainement. Ouais. Pareil, Julien, on est en contact avec lui depuis un bon nombre d'années, 3-4 ans aussi. Ouais. Super personne, ouais. Toujours top de discuter avec lui. On est en contact direct justement en ce moment pour des thèmes de licence touristique avec Julien, avec l'urbanisme d'Alicante. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Là, ce qui est important, c'est que justement revenir sur cette offre qu'on a mis en place, Thomas, parce que voilà, nous, on s'est mis disponible aussi pour vous. On sait très bien que vous travaillez en semaine, que c'est compliqué. Chacun a sa vie personnelle, les enfants, la famille, le travail. Aujourd'hui, on se rend disponible. Il n'y a pas que nous, on a une équipe derrière. On se rend disponible aujourd'hui et demain jusqu'à 20h. Vous pouvez profiter de cette offre Black Friday. Mais bien entendu, nous, ce qui est très important, c'est que dans un premier temps, on échange avec vous. On veut qualifier le projet. Est-ce que votre projet il est réalisable? Ce n'est pas s'engager avec nous pour s'engager avec nous. Voilà. On veut voir si votre projet est réalisable. Donc, prenez rendez-vous maintenant. On discute, on parle de votre projet, on qualifie votre projet et à partir de là, on voit si on peut travailler ensemble ou pas. C'est bon pour toi? C'est bon. Laissez-nous une petite pause de 10 minutes pour le café et on est à vous. Très bien. Bon, très bonne journée. Ce fut un plaisir. Un plaisir et n'hésitez pas. À très vite et merci d'avoir participé au webinaire. Au revoir.